Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode qui n'est pas la thématique qui était prévue initialement, qui n'arrive pas non plus au moment prévu. Et le semestre est beaucoup plus dense que ce que j'avais pu envisager et donc du coup tout le planning a été tout simplement décalé. Le thème d'aujourd'hui est un écho à un petit colloque qui a eu lieu le mercredi 8 mars à la faculté de droit de Limoges et auquel j'ai eu la chance de participer et que j'ai même introduit tout simplement, et dont les actes seront publiés incessamment sous peu, disons dans l'année 2023, je pense vers septembre-octobre, quelque chose comme ça, je vous tiendrai au courant. L'épisode d'aujourd'hui va reprendre certains grands axes de mon intervention, et pour cela nous allons repartir dans les méandres du temps. Dans un temps si lointain que le temps lui-même... Bon ok, on repart à l'Antiquité. Donc, commençons par le commencement, et pour commencer l'histoire, partons au début de l'histoire avec l'invention de l'écriture, et pour cela on va rebasculer vers une des plus anciennes civilisations qui ait existé, c'est la civilisation mésopotamienne. Donc, comme point de départ, on va repartir au premier corpus de droit complet que l'on connaisse, qui est le code d'Hammurabi. Ce n'est pas le droit le plus ancien que l'on connaisse, mais c'est le seul qui soit complet. La loi d'Hammurabi, elle daterait d'environ moins 1800 à moins 1750. On est dans ce qu'on appelle la période paléo-babylonienne. La notion d'avortement telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas présente dans le texte. En revanche, la notion d'atteinte au fœtus, d'atteinte à la vie future, elle transparaît à travers un ensemble d'articles, à savoir les articles 209 à 214. Ces articles ne vont pas directement viser l'avortement, du moins pas l'interruption volontaire de grossesse. Ces articles, ils visent les coups qui sont portés à une femme enceinte et qui lui font perdre son intérieur. Ici, que les coups soient volontairement portés ou non, la sanction est relativement restreinte puisqu'il s'agit juste d'une sanction pécuniaire. En l'occurrence, 10 cycles d'argent s'il s'agit d'une femme libre. S'il s'agit d'une manchkinou qui désigne soit des esclaves affranchis, soit des peuples autochtones, là c'est plus que 5 cycles d'argent. Et si c'est une femme esclave, alors là on tombe à 2 cycles d'argent. Autant dire que là, la répression est très faible. En réalité, la répression, elle n'intervient qu'à un seul moment, c'est si jamais la femme enceinte décède. Si c'est une femme libre qui décède dans ces conditions, alors ce n'est pas la personne qui a porté les coups qui sera condamnée, mais c'est la fille de ce dernier qui sera condamnée à mort. Ce qui est une forme d'avortement différé. D'ailleurs, petit aparté, ce transfert de responsabilité pénale du parent à l'enfant, c'est quelque chose que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la loi d'Hammurabi. Notamment pour un architecte, si jamais la maison s'effondre et tue le fils d'un homme libre, dans ce cas-là, c'est le fils de l'architecte qui sera condamné à mort. Alors ça rappelle quelque chose, ça rappelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, mais c'est pas vraiment étonnant parce que le peuple hébraïque s'est nourri des grands empires qui l'entouraient pour construire sa propre mythologie et ses propres règles. Les Babyloniens d'un côté, les Assyriens de l'autre. D'ailleurs, les Assyriens ont considéré très tôt le droit à la vie comme étant extrêmement important, c'est quelque chose que l'on retrouve également chez le peuple hébraïque. Pour en revenir à la loi d'Hammurabi, ce ne sont pas les coups en eux-mêmes qui sont condamnés. S'il n'y a qu'une seule composition pécuniaire, c'est avant tout pour compenser quelque chose, à savoir l'atteinte à la capacité du maître de maison, de l'homme de la famille. Et là, ça nous permet de tracer une autre ligne parallèle avec une autre notion qui est aussi extrêmement importante en droit, c'est la notion de pater familias. Le pater familias, c'est le chef de famille à la romaine, c'est celui qui possède la potestas. Cette potestas, c'est le pouvoir de prendre des décisions pour et sur sa famille. La femme du pater familias, elle est soumise à cette autorité maritale. C'est le mari qui décide de vie ou de mort sur les membres de sa manus, de sa maisonnée, sur les membres de sa famille. Mécaniquement, si on porte atteinte à la vie future d'une famille, alors on a aussi porté atteinte à l'autorité du père de famille. C'est ça qui est sanctionné. C'est pour ça que l'avortement ne pose pas tant de questions à Rome. À Rome, le père de famille peut forcer l'avortement de sa femme ou d'une personne qui est dans son foyer. De la même manière, il a un pouvoir d'exposition. Cette capacité d'exposition, c'est ni plus ni moins que la capacité d'abandonner un enfant nouveau-né dans un lieu public. Ça, c'est un palliatif à l'infanticide. Et c'est également une règle qui permet de réguler la vie dans la cité, la vie de la population, la taille de la population. Et parfois, cette régulation est effectuée à la demande de la cité. Sous l'Ancien Régime, même au Moyen-Âge, cette vision du pater familias et de l'autorité sur la vie, elle a disparu.
Que l'on soit à l'époque médiévale ou à l'Ancien Régime, un avortement, qui soit provoqué par un tiers ou non, qui soit volontaire ou non, est associé à l'infanticide. Et sous ces périodes-là, un infanticide, c'est clair et net, c'est une condamnation à mort, et pas n'importe quelle condamnation, ce sont les condamnations les plus sévères, à savoir la roue et le bûcher. Au bûcher, c'est le bûcher. Cependant, si on parle vraiment de l'avortement en tant que tel à 100%, il faut se questionner sur la notion de vie du fœtus. À quel moment on prend conscience que le fœtus est en vie ou non? Et oui, une atteinte au fœtus n'est pas forcément un avortement. Pour que ce soit un avortement, les juristes se sont calés sur les théologiens, et c'est tout simplement la règle des 40 jours. 40 jours passé le début de la grossesse, alors c'est un avortement. Alors par contre, là il y a un tout petit souci, c'est comment on détermine ce nombre de jours. Pour le mari qui a fait un one-shot, c'est facile, encore que maman c'est sûr, papa beaucoup moins. Mais sinon, comment déterminer que le fœtus a bien atteint le stade de maturité présumé? Et bien, tout simplement, c'est pas possible. Et de la même manière que cette histoire de durée pour l'avortement pose problème, il y a une autre question qui s'oppose. C'est comment on distingue un enfant mort-né d'un enfant qui a été tué à la naissance? Et bien là aussi, c'est très compliqué. Heureusement, la royauté y a pensé et a apporté une solution pour vous. Le roi Henri II, en 1556, a pris un édit qui s'intitule sobrement « Édit du roi Henri II sur les enfants morts-nés et sur les femmes grosses », non. Par cet édit, le roi a tenté d'imposer une déclaration de grossesse et une déclaration de naissance, sans quoi il y aurait une présomption d'infanticide. Ce que cet édit semble viser en priorité sont essentiellement les prostituées, puisque ce sont elles qui ont le plus de chances de tomber enceintes dans le cadre de leur fonction, et évidemment ce sont elles qui ont le plus intérêt à cacher leur grossesse et à dissimuler la naissance d'un enfant qui ne serait pas souhaité. Cependant, le texte est confus. Qui doit procéder à la déclaration? Qui doit procéder à l'enregistrement? Comment on met en place les contrôles? Bref, cela ne fait apporter qu'un peu plus de confusion, et finalement, Henri Tourat doit faire une réitération de cet édit en 1585, et Louis XIV doit le faire à nouveau en 1708. Et là, ce qui tranche grandement avec les règles qui sont connues pendant l'Antiquité, c'est qu'on est vraiment dans une protection de la vie, et non pas dans une protection de la puissance maritale. Et évidemment, sous l'Ancien Régime, si on a la vie qui est aussi protégée, c'est avant tout par la conception chrétienne qui est omniprésente dans la vie du royaume. Cette présence de la religion, elle est omniprésente dans l'édit d'Henri II, parce que ce qui est dit à plusieurs reprises, c'est que le crime réside pas tant dans le fait de tuer un enfant que de priver l'âme qui était à l'intérieur du baptême et de la sépulture chrétienne. Mais cet édit pose à nouveau le problème de la preuve. Comment apporter la preuve de la grossesse? Ce texte, il est intéressant parce que c'est le premier texte que l'on ait dans le royaume de France qui vise particulièrement l'infanticide. C'est donc la première fois que l'infanticide est nommé et condamné en tant que tel. Mais, encore une fois, même si on déclare la grossesse, comment on fait la différence entre un accident de la vie et une manœuvre abortive? Tout simplement, on ne le peut pas. D'autant plus que la plupart des boissons qui existaient déjà sous l'Antiquité continuent de persister sur le temps de l'Ancien Régime, et certaines de ces boissons sont utilisées comme remède et provoquent des avortements. Et ça amène à une autre notion, cette notion c'est celle du sang. Le sang, il a un statut particulier, on le considère comme un des éléments régulateurs de la vie. C'est pour ça que lorsqu'une femme cesse d'avoir ses règles, on n'assimile pas nécessairement ça à un début de grossesse. On pense qu'il y a un problème qu'il faut résoudre, il faut rétablir le cycle normal des choses. Et donc, si l'équilibre est rompu, si la femme n'a plus ses règles, il faut les faire revenir. Et ça, c'est la théorie des humeurs d'Hippocrate. Dans la théorie des humeurs d'Hippocrate, il est dit que les humeurs du corps résident dans 4 grands éléments, la bile jaune, la bile noire, le flegme, ce qu'on appelle aussi la lymphe, et le sang. Et on considère que le sang qui est évacué par les règles pour les femmes est un sang vicié, qui a besoin d'être évacué. C'est pour ça que quand ça s'arrête, il faut que ça reprenne. Dès lors, comment fait-on la différence entre une manœuvre abortive et un soin? Eh bien, on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'au XVIIIe siècle, même des juristes les plus conservateurs, comme Pierre-François Muard de Vouglan, font face à l'inefficacité de la règle. Et d'ailleurs, il dit lui-même « Ces crimes, quoique très fréquents, ne sont point poursuivis ni punis publiquement parmi nous, à cause de la difficulté qu'il y en a d'en convaincre le coupable. La grossesse des femmes pouvant être qu'apparente, et son interruption provenir de différents accidents, aussi bien que de la nature. La preuve est impossible à amener. » À l'approche de la Révolution, la perception de l'avortement tend à changer, et ça notamment grâce aux travaux du juriste milanais Beccaria. Il nous dit « Ce crime est encore l'effet presque inévitable de l'affreuse situation où se trouve une infortunée
qui a cédé à sa propre faiblesse ou à la violence. Donc là, on voit qu'il y a quand même une conscience qui a les plaisirs de la vie d'un côté et éventuellement le viol de l'autre. D'un côté l'infamie et de l'autre la destruction d'un être incapable de sentir, voilà le choix que les lois lui laissent à faire. Doutera-t-on qu'elle ne préfère le parti qui la dérobe à la honte et à la misère, elle est le triste fruit de ses plaisirs. Alors cette position, elle aurait pu prendre pied dans le courant révolutionnaire et notamment se retrouver au sein du code pénal de 1810. Alors évidemment, que nenni, ça, on en a bien conscience. En effet, le code pénal napoléonien prévoyait dans son article 317 une répression à la fois pour la femme faisant un avortement, mais également pour les médecins l'ayant aidé à faire cet avortement. Les travaux publics pour les médecins, une peine de prison pour la femme. Il a donc fallu pour les femmes attendre 165 années supplémentaires pour pouvoir enfin le droit de disposer pleinement de leur corps. Cette libération à la fois du pater familias mais également de la morale religieuse, elle a lieu en janvier 1975 et plus exactement le 17 janvier avec la promulgation de la loi que l'on appelle la loi Veil et qui fut adoptée en novembre 1974 après 25 heures de débat, 284 voix pour, 189 voix contre. Aujourd'hui, une loi constitutionnelle est en cours de discussion. Elle a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale, ensuite elle a été adoptée au Sénat, mais après avoir pris une formulation un petit peu étrange, outre le fait de préciser qu'en effet, il faut être une femme physiquement pour pouvoir être enceinte, et il y a toujours quelque chose qui me gêne dans cette terminologie, c'est notamment le terme « condition ». Cette notion de condition, et donc de conditionner la loi, est loin de la notion de garantir l'accès à l'avortement. Le choix des mots, surtout quand on parle de notre norme supérieure, est tout de même pas à prendre à la légère. Si on laisse une liberté interprétative, qui nous dit que ce qui a été visé à l'origine ne sera pas complètement dévoyé. Il faut se garder de toute forme d'imprécision. Les femmes disposent enfin de leur corps, il ne faudrait pas qu'un conditionnement vienne faire varier l'accès au droit d'avorter. De plus, le 8 mars, journée de la femme, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi constitutionnelle allait être réfléchie. Alors, ça laisse supposer donc que le projet actuel ne sera jamais mis à l'ordre du jour, et donc ne sera jamais voté. Personnellement, j'y vois là une basse manœuvre, surtout qu'on peut imaginer qu'une fois repartie au Sénat, la loi sera remodifiée pour revenir dans les mêmes termes qu'elle est actuellement, donc je ne vois pas très bien ce que ça change, si ce n'est le porteur du projet. Et si c'est ça, c'est vraiment minable. Bref, toujours est-il que je vais en rester là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo devrait bien être normalement sur les violences conjugales. J'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me faire des suggestions aussi de thèmes si vous voulez voir des choses traitées, et si je suis en capacité, je le ferai. Le semestre est bientôt fini, je vais avoir un peu plus de temps, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos sur les mois qui viennent. En attendant, je vous dis à la prochaine, et je vous fais des bisous.